Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas refait de nouvelles lectures parce que chez moi c'était un petit peu compliqué, donc je m'en excuse. Mais ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas et nous allons continuer notre lecture du tome 2 des Enfants de la Louve. Installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 9. La horde du grand mammouth. Attention, c'est un piège. Bison eut à peine le temps de hurler son avertissement que le sol se déroubait déjà sous ses pieds. Il tomba lourdement au fond de la fosse, suivi de tout le groupe de chasseurs. Sa tête cogna la terre gelée, il sombra dans l'inconscience. Quand il reprit ses esprits, Bison était ligoté à un énorme tronc solidement fiché dans le sol. De ceux qui soutenaient la charpente d'une des grandes huttes de la horde ennemie. Sa première pensée fut de se demander ce qu'il faisait là. Sa tempe droite était douloureuse et une grosse bosse se dessina sous ses doigts lorsqu'il la tâta. Il jeta un coup d'œil alentour. La hutte bruissait de cris et d'exclamations de victoire. Il referma les yeux et se laissa le temps de récupérer toutes ses facultés de réflexion. Lorsqu'il les rouvrit, il aperçut Silex et ses compagnons, attachés à un second poteau fiché à quelques coudées de là. À ses côtés, il sentait la présence d'autres chasseurs de la horde de la Louve, liés au même tronc. Il décida de ne pas paniquer et de chercher à mieux comprendre ce qu'il se passait. La hutte était éclairée par un vaste foyer entièrement dallé de pierres plates, ainsi que par une série de lampes creusées dans la pierre où brûlait une substance à l'odeur âcre, de la graisse de mammouth. Bison pouvait distinguer une multitude de femmes, d'enfants et de chasseurs au visage peint en gris avec de la cendre. Il referma les yeux pour réfléchir à ce qu'il venait de découvrir. Un rapide coup d'œil à la charpente d'os et d'ivoire de la hutte lui avait fourni une bonne estimation. Il fit un rapide calcul. Le résultat était effrayant. Il avait fallu plus de 100 mammouths pour ériger cette immense habitation. Cette horde de tueurs n'en était pas à son premier carnage. À l'aube, Bison et ses hommes s'étaient approchés de leur campement en rampant afin de repérer au mieux les lieux. Ainsi, les chasseurs pourraient planifier l'attaque qu'ils mèneraient par surprise contre leur ennemi une fois les renforts arrivés. Cela s'était révélé une fâcheuse imprudence. La terre répandue sur un lit de branchages était tellement bien étalée que rien ne permettait d'identifier le piège. Confiants, les chasseurs s'étaient approchés en groupe compact. Et maintenant, ils se retrouvaient ligotés aux mains de cette horde sans pitié. Soudain, un violent coup dans le ventre tira Bison de ses réflexions. Le souffle coupé, il jura en insultant les hyènes, assimilés aux esprits mauvais de la toundra. L'assemblée accueillit sa réaction en partant d'un rire unanime qui ne présageait rien de bon. Un homme d'âge moyen, de haute stature et portant un bonnet de fourrure drue, duquel sortaient deux extrémités de défense pointées vers le ciel, se tenait devant lui. Il était vêtu d'une magnifique tunique de peau de reine, richement décorée de plaquettes, de boutons et d'amulettes d'ivoire. Un bâton sculpté dans la même matière indiquait son statut. Il le plaça sous le menton de son prisonnier et lui fit relever la tête. Bison la secoua pour s'en dégager. Il considérait ce geste comme un absolu manque de respect vis-à-vis d'un chef de horde, fut-il ennemi. Qui êtes-vous pour oser vous aventurer dans le camp de la horde du grand mammouth? Bison dut faire un gros effort pour comprendre sa question. La langue de celui qu'il reconnaissait comme l'homme sage de la tribu était assez éloignée de la sienne, mais elle ressemblait à celle de leurs voisins du sud, la horde du renne. Il la pratiquait souvent, enrichi par le langage des signes de la toundra qui permettait une communication aisée entre tribus, comme par exemple lors des grands rassemblements d'été à la montagne qui fume, là où les chasseurs échangeaient l'ivoire contre des silex blonds ainsi que des pierres et des coquillages. Ne pouvant utiliser ses maliers, il se lança, espérant être compris. « Nous sommes la horde de la Louve. Vous avez massacré nos frères mammouths vivant sur notre territoire. Vous nous avez volé leur ivoire, leur os et leur chair. Nous sommes venus réclamer réparation. » À ces mots, l'homme sage partit d'un rire triomphal, bientôt imité par l'assemblée, un rire mauvais. Cette parfaite unanimité était bien inquiétante,
Quel sera votre nouveau nom alors? La horde des hyènes. L'homme dut ressentir cette réplique comme une gifle. Il frappa Bison au visage avec son bâton. Un filet de sang s'écoula de son arcade sourcilière. Le grand mammouth nous offre ses enfants sans compter, lui assèna son agresseur. Nous sommes à Horde et tous les mammouths nous appartiennent. Bison parcourut l'assemblée du regard, s'étonnant de découvrir tant de richesses sous cette hutte vaste et confortable. Femmes et hommes étaient parés de magnifiques ornements en ivoire sculpté. Le meilleur silex y côtoyait des armes de belle facture, de beaux ustensiles et des vêtements décorés. Tout cela prouvait que ces gens troquaient l'ivoire pour s'enrichir. Je constate que vous faites même commerce de l'ivoire. Que ferez-vous lorsqu'il manquera? Lorsque la source de toute cette richesse sera tarie, je doute que le grand mammouth s'exprime par la bouche de votre homme soi-disant sage. D'ailleurs, porte-t-il bien son titre? Mérite-t-il son statut et la confiance qu'il vous inspire? Où est donc sa clairvoyance, sa sagesse? Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Voyant que sa tribu restait sans voix, l'interpellé perdit un peu de sa superbe. Il sembla perplexe, plongé dans une réflexion, mais un méchant sourire revint bientôt sur ses lèvres. Il se tourna vers la foule et déclama d'un ton solennel. « À moi, celui qui voit loin, le grand mammouth a parlé. J'ai lu le foie d'un de ses enfants. Il réclame d'autres foies, des foies de loup. Si nous les lui offrons en sacrifice, un nouveau troupeau reviendra sur notre territoire, assurant notre avenir. » Bison frémit en entendant ces paroles dont il croyait distinguer le sens. Lui et ses compagnons appartenaient à la horde de la louve, et l'allusion au foie de loup pouvait autant s'appliquer à leurs amis loups qu'à eux-mêmes. Cependant, Miel n'était pas tombé dans le piège et avait dû rejoindre Ours Fort. Ces hommes ignoraient donc tout de leur lien avec les loups, mais il s'était présenté, lui et ses hommes, comme membres de la horde de la louve. C'étaient donc bien des prisonniers dont l'homme sage parlait. Bison allait à nouveau s'adresser à l'assemblée pour dénoncer l'imposture de celui qui voit loin, lorsqu'il capta le regard d'un homme roux qui semblait l'encourager à rétorquer. Il n'eut pas le temps de s'en étonner qu'un nouveau coup de bâton le renvoya au pays des songes. Chapitre 10. Le mammouth. Le petit mammouth paraissait perdu dans la toundra, seul. Il ne savait pas vraiment où aller, mais son instinct lui commandait de fuir sans se retourner. Parfois, il devinait son poursuivant sur sa gauche et bifurquait vers la droite pour filer de plus belle sur ses petites pattes. Puis, lorsqu'après un répit trompeur, il apercevait une ombre sur sa droite, il changeait de direction en poussant des barrissements de terreur. Il s'épuisait vite, alors que son prédateur, sûr de son coup, semblait s'amuser de la poursuite. Car la lionne aimait jouer, comme une chatte sauvage avec un lemming. Elle était contente d'avoir suivi les hommes. Elle avait grâce à eux croisé la piste du mammouth. Et surtout, elle l'avait débusqué avant ces redoutables chasseurs. Le reste ne serait donc qu'un jeu. Soudain, le mammouth se trouva devant une paroi infranchissable. Une faille de la falaise dans laquelle il s'était trop enfoncé pour faire marche arrière. La lionne pouvait s'arrêter tranquillement. La faim la tenaillait toujours, mais elle avait pris son temps pour ne pas perdre ses forces. Elle ouvrit grandes ses narines pour se délecter de l'odeur de sa jeune proie, qui lui évoqua le goût de la chair tendre et grasse. Elle se lécha les babines. Le petit ne semblait pas encore résigné à subir l'assaut. De ses petites pattes avant, il remuait le sol, comme il avait vu sa mère le faire pour intimider les hyènes. La lionne savait qu'elle devait éviter les coups de défense, déjà bien assez longues pour la blesser gravement. Il lui fallait contourner sa proie. D'un pas feutré, elle s'approcha d'elle. Elle chercha à l'épuiser en feignant des attaques avant de s'esquiver. Après de multitudes d'assauts avortés, elle avait trouvé la faille. Pendant que la jeune bête reprenait son souffle, elle s'apprêta à bondir, mais 3 formes agiles lui barrèrent la route, 3 loups. Décontenancée, la lionne fut mine d'en poursuivre un, mais les 2 autres tentèrent de lui mordre les pattes. Ce comportement téméraire était nouveau pour elle, qui connaissait pourtant bien les loups. Moins lourds que les lions, ils étaient sournois et imprévisibles. Parfois, ils agaçaient les lions pour leur disputer une proie que ces derniers avaient eux-mêmes traquée longuement avant de l'acculer. Mais c'était extrêmement rare, et il fallait qu'ils soient en grand nombre, menés par un chef intrépide. La lionne se demandait quand le reste de la meute allait se joindre à eux, lorsqu'une saquée lui rafla la joue. Le sang coula. Elle entendit des cris, les
les hommes. Harcelée par les loups, elle savait, en chasseresse aguerrie, que si les hommes s'y mettaient, le combat était perdu d'avance. De plus, son esprit était confus. Elle n'avait pas l'habitude d'associer loup et homme. Une seconde saguet la frôla alors que 2 pierres manquèrent de l'assommer. Ce n'était vraiment pas son jour. Elle détala sans demander son reste, poursuivie par Sable, Alba et Patou. Les loups apprivoisés de la horde, mieux nourris et rôdés à la traque, étaient bien trop efficaces pour la féline. Une fois certains de sa déroute, ils se laissèrent distancer avant de revenir sur leurs pas. Lorsque Oursefort avait fait irruption sous l'abri d'hiver de la horde, il n'avait pas mis longtemps à convaincre les mères d'Erel et de Petit Nez de les laisser l'accompagner avec Cancer et Hibou pour aider Bison, Silex et leurs 6 compagnons. Erel et Petit Nez étaient les premiers à avoir apprivoisé et entraîné les loups. Ils étaient leurs maîtres et les bêtes obéissaient sans broncher à n'importe quel ordre. La parfaite maîtrise de leurs compagnons serait une fois encore un immense atout pour les chasseurs. Les enfants avaient promis à Aurore et à Douce, leur maman, de se tenir à l'écart de tout affrontement et de guider les loups par la voix et le geste en cas de besoin. D'abord sceptiques, les 2 sœurs avaient demandé son avis à 3 doigts. Ce dernier leur avait répondu qu'il avait lu les braises et qu'il y voyait le retour des enfants. Comment s'opposer à leur père, cet homme sage dont la clairvoyance avait tant apporté à la horde? Et maintenant, les enfants venaient de chasser une lionne et de protéger un jeune mammouth. Bravo mes loups, vous avez encore sauvé une vie, les félicita Erel en les prenant par le cou. Regarde comme il est effrayé, lança Petit Nez qui s'était approché du mammouthot. Erel le rejoignit, Ours fort à ses côtés. Faites attention à ses défenses, prévint ce dernier, prudent. Mais les enfants, sûrs de leur don pour parler aux animaux, s'approchèrent doucement. Erel tendit la main dans la direction du mammouthot et attendit. Bientôt, l'attention se relâcha dans les yeux du petit. Il avança sa trompe et vint cueillir la touffe d'herbe jaunie que la jeune fille lui présentait. Petit Nez s'approcha pour lui caresser le duvet de la tête. Épuisée, la jeune bête s'en remit à ses sauveurs. C'est alors qu'un barrissement déchira l'air limpide de la toundra. Un immense mammouth surgit au milieu du petit groupe. Cancer et Hibou armèrent leurs propulseurs, mais Oursefort leur fit signe de ranger leurs saguets. L'énorme bête faisait trembler le sol en le martelant de ses larges pattes. Elle se plaça tout de suite devant le mammouthot qui disparut derrière elle. De toute évidence, elle ne pouvait être que sa mère. Erel fit signe à Petit Nez et au loup de se retirer pour ne pas être piétiné. Tout le groupe recula en bon ordre, sans tourner le dos à la maman et à son petit. Ils n'allèrent pas bien loin. Une dizaine de femelles et leurs petits leur barraient la route, sans agressivité toutefois, mais un mur compact empêchait toute retraite. Les survivants du massacre, se dit Erel. Oursefort leur avait raconté la tragédie, et c'est le cœur lourd qu'il avait traversé la vallée en évitant de regarder au fond du ravin. Nulle trace des mammouths, étaient-ils tous morts? La réponse était là devant eux, des mères et leurs petits avaient survécu. Comme pour répondre à une nouvelle question, Erel vit apparaître de derrière un gros rocher 4 jeunes mâles, rescapés eux aussi. Le troupeau de survivants se trouvait, comme eux, éloigné de la vallée, et comme eux, il allait en direction du campement des tueurs de leurs frères mammouths. Il fallait faire quelque chose. Erel confia son propulseur et ses saguets à Petit Nez. D'un geste, elle ordonna au loup et à ses compagnons de se coucher. Oursefort comprit le premier et imita les loups, suivis de Petit Nez et des chasseurs, pourtant sur le qui-vive qui se demandaient quel tour la fille de leur chef allait leur jouer. Avec cet extraordinaire aplomb qui la caractérisait, Erel s'approcha du pachyderme, une belle touffe d'herbe en main. C'était risqué, mais elle n'avait pas le choix. Elle lui parla doucement, s'excusant de la déranger, elle et son petit. Son attitude sembla calmer la géante. Soudain, le mammouthot se glissa entre les énormes pattes de sa maman, et sa petite trompe cueillit furtivement la touffe d'herbe. Voyant cela, la mère se détendit tout à fait et câlina son bébé de la trompe. Le reste du troupeau reprit lentement sa marche sans plus s'occuper des hommes et des loups, auxquels Erel avait fait signe de se relever. Oursefort s'approcha d'elle, et un sourire admiratif aux lèvres lui glissa à l'oreille. « Je savais déjà que tu parlais aux loups, et maintenant tu parles aux mammouths.
hyènes seront aussi des amis si tu continues comme ça. La jeune fille rougit, ne sachant comment interpréter ce ton de plaisanterie. Ours fort vint à son secours en poursuivant. On dirait qu'ils se dirigent vers leur assassin. Tu te souviens de Bec de Lièvre, notre femme sage? Eh bien, figure-toi qu'elle m'a un jour raconté que les mammouths ont une mémoire. De mammouth. C'est une expression de chez nous. Ils n'oublient jamais le mal qu'on leur a fait. Là, ils vont chercher à se venger, et je propose qu'on les suive. Je sais où ils nous mèneront. Sur ces paroles, le groupe reprit son chemin avec les mammouths. La femelle et son petit fermaient la marche. Soudain, la silhouette d'un loup se découpa sur l'horizon, alors que le soleil déclinait. Les queues des 3 loups se mirent à frétiller. Petit Nez plaça sa main en visière au-dessus de ses yeux pour les protéger de la lumière rasante. Mais on dirait Miel